Je suis monté à 300 000 je crois avec. Dans la thérapie elle me dit ouais mais comment tu gères les moments où t'as la flemme. Cette configuration ça fait bien longtemps que je ne la connais pas. L'argent c'est la pire des sources de motivation parce que ça payera pas au début. Le virement bam, j'ai mon virement en plus 15K en vendredi soir. HLM, je vis avec ma mère, très dissipé, pas beaucoup de concentration. Waouh. Alors là tu me donnes un vrai truc là. Là c'est la vraie valeur. Ça me fait plaisir. Si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais obtenu, il faudra faire des choses que vous n'avez jamais faites. Yo koso minasan et bienvenue sur Spirit Success Money, l'émission qui rassemble les ambitieux d'aujourd'hui et de demain. Cette émission parle principalement d'entrepreneuriat, de succès et d'argent. Alors, si vous voulez connaître les histoires et les secrets des personnes ambitieuses telles que vous, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Etoqué. Bonjour Julien. Salut, merci. Comment tu vas? Ça va, super et toi? Ça va, ouais. Ben écoute, est-ce que tu pourrais te présenter? Parce qu'au final, mais qui es-tu en fait? Parce que comment tu te présenterais? Bon, aujourd'hui j'ai une présentation un petit peu simple. Ouais. J'évite de donner tout un CV compliqué parce que ça sert à rien, hein. Puis ça fait très pompeux. Je dis Julien Etoqué, entrepreneur depuis 2012 et j'ai une boîte de conseil en stratégie de développement. Point. Et après les questions arrivent et on discute. Très simple. Bah, en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que nous deux, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Hein. Ça fait, je crois, 2 ans, peut-être 3 maintenant. Ouais, ça fait un petit moment. Et on a un peu bossé ensemble. On bosse ensemble aussi actuellement. Et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir là t'interviewer. Je connais un peu ton histoire parce que voilà, au fur et à mesure du temps, de notre conversation, tu as pu me raconter un petit peu ton parcours. Donc je le connais un peu. Mais pour les personnes qui nous regardent, je pense que ça peut être super intéressant de revenir aux prémices, vraiment à l'aube de ton départ dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que tu peux nous poser le décor, s'il te plaît? Où, quand et comment commence l'histoire de Julien Etoqué? Bah écoute, merci pour ça, c'est gentil, ça fait plaisir. Tu me connais, tu sais que j'ai pas une mémoire de l'infini, je note énormément de choses, tu connais. C'est la première chose qui m'avait étonné, quand tu m'as dit ça, je me dis, moi je me rappelle pas de mon âge, etc. J'étais en mode, comme ça. Non. Par contre, j'ai de la documentation sur énormément de choses. Après, me rappeler exactement de l'âge auquel j'ai commencé, je peux pas te dire exactement, mais je sais qu'on est aux alentours de 2012 dans ces eaux-là. 2011-2012, à peu près dans la zone. En termes de cadre, c'est HLM, je vis avec ma mère. Tu vas voir, j'ai pas un why très puissant à la base. Très dissipé, pas beaucoup de concentration, beaucoup de Counter-Strike. Par contre, beaucoup de jeux. L'ancienne, c'était ça, tu te l'as donné à Counter-Strike. J'ai toujours pas arrêté, je ne te le cache pas. C'est toujours d'actualité. Toujours, ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans que je joue à CS là. T'as kiffé en fait ce jeu? J'ai jamais lâché l'affaire. Mais c'était ça ma vie à l'époque, c'était jouer à CS. Ouais. Pas trop travailler en cours et puis un petit peu plus tard ça a été jouer à CS et aller travailler. Voilà, c'est ça le cadre, ça part de là. D'accord, donc HLM avec ta mère. Et à l'école, c'était comment? À l'école, les sujets m'intéressent pas quoi. J'aime les humains donc je fais énormément de rencontres. J'ai plein de potes encore dans ma vie là, tu vois, plus de 30 ans plus tard qui sont encore des amis parce que j'ai toujours entretenu les liens, je trouve que c'est important. C'est intéressant parce que dans maintenant on est dans un monde où on s'intéresse plus du tout aux gens. Du coup, moi c'est naturel mais c'est devenu une valeur ajoutée de ouf de prendre des news des gens. Les gens sont étonnés, c'est-à-dire pourquoi tu me prends? Parce que j'aime bien, je respecte notre relation. C'est vrai que ça se perd ça. Ça se perd de fou. Ça se perd vraiment de fou. C'est devenu une grande force même commerciale. Hein. Ouais, j'imagine parce que du coup c'est ça qui t'a permis de garder des liens avec des personnes qui aujourd'hui ont pu potentiellement t'aider dans ton business. Et qui ont des chemins différents. Je connais le réseau. Ouais. Bien souvent j'ai quelqu'un pour faire le truc, alors que pourtant je l'ai rencontré, ça se trouve, il y a 25 ans. C'est vrai. À chaque fois que tu me parlais d'un truc, je connais un gars. Je connais toujours un gars. Souvent. Mais ça vient de là, tu vois. Ouais. Et j'ai rencontré beaucoup de monde sur Counter-Strike d'ailleurs. Mais non. J'ai des potes... Aujourd'hui, mon associé principal de ma plus grosse boîte, c'est un mate de Counter-Strike. J'ai des photos devant des écrans de PC qui faisaient encore 50 cm de large, où on avait 20 piges. Mais non. Si, Amaury, je le connais là. C'est Amaury, c'est bootcamp, Counter-Strike pendant 2 jours, on travaille les stratégies pour aller jouer des compétitions ensemble, bien sûr que si. Waouh. Moi, Counter-Strike, ça... Incroyable. Je ressemble pas à un mec qui joue, donc ça se voit pas. Pas du tout. Ça se voit pas, mais si. Et fort en plus. Vraiment à un haut niveau, tu vois. Ouais. La même implication que tu connais dans le business, dans le jeu. Ok. Beau jeu, travail, importance. C'est vrai, mais je t'ai jamais vu jouer, du coup, il faudra que j'essaye de te montrerai un jeu. On en avait parlé, mais moi je suis pas trop au jeu PC, etc. Tu seras peut-être surpris. Mais ouais, ok. Et ton pourquoi, en fait, parce qu'il y a un moment, tu as décidé de te lancer en fait dans l'entrepreneuriat. Du coup, comment ça t'est venu? C'était quoi, en fait, du coup, ton premier pas dans le business?
Moi, j'ai pas eu vraiment d'histoire, tu sais, grande difficulté. Je dois trouver de l'argent pour la maman, c'est compliqué les fins de mois. Je suis dans une configuration quand je commence le business, je gagne 2000 € par mois, je suis à la hotline, simple, rien d'exceptionnel, tu vois. Mais c'est pas non plus un job de rêve au bout, tu vois. Je prends 50 appels par jour, c'est pas passionnant. Je me destinais pas à une vie très intéressante, je ne te le cache pas. J'ai 300 balles de loyer à payer, pas spécialement d'autres charges. Tout le reste, c'est argent de poche. J'ai aucune idée de comment on place ses sous. J'ai aucune envie de business. Moi, mon but, c'est juste de jouer à CS. Ça me va très bien. Et dépenser mon argent, pour le coup. Et tu le dépensais comment, justement, cet argent ? Dans tout. La première année, j'ai dépensé 90% de tous mes salaires. Facile. Ouais, peut-être un petit peu plus de 20K. Tout, mec. Tout ce qui me plaisait. Dans les jeux, scooter. dans les sorties, mais je suis un mec très, très fidèle. Donc, ça partait pas dans les jeux. Dans ma vie, j'ai dû dépenser... peut-être 100 € de jeu grand max. Moi, j'achète pas des jeux. Je joue un jeu et j'essaie de devenir bon, en fait. Et ça coûte pas cher, les jeux, les jeux collaboratifs, tu vois, comme Fortnite ou autre, ça coûte même pas grand-chose. Et donc, non, dans tout, ça part. Piano, j'ai acheté un scooter, tout un tas de conneries. Tout ce que tu as envie d'acheter, j'achète. Normal, j'ai plus de 1700 € d'argent de poche par mois. Que de la dépense inutile. Et tu sortais souvent ou pas ? Est-ce que t'étais un gars qui sortait en boîte? Ouais, mais pas en boîte. Resto et beaucoup de... T'invites les gens, ce genre de conneries là, tu vois. Tu flambes, quoi. Ok. Est-ce que t'étais le genre de pote à inviter tes potes et tout, genre en mode venez les gars, je vous paye et tout? Ouais, parce qu'en plus, quand j'ai commencé à mêler le taf et le business, et je vais t'expliquer comment ça a démarré, j'ai très rapidement eu ce petit ego un peu mal placé de t'inquiète. C'est moi qui régale et tout. Je pèse un peu. J'ai dû équilibrer ça plus tard dans ma vie, mais très rapidement, je me suis lancé là-dedans. C'est vrai que ça peut vite venir. Hein. Mais du coup, je pourrais t'en parler longtemps. Ouais, mais du coup, comment t'as commencé du coup écoute, tu as amené aujourd'hui au hasard cet objet. Et ça a commencé avec ça. Exact, c'est ouf quand même que tu aies cet objet chez toi et que tu me dises est-ce que tu veux que je l'amène ? Parce que c'est ça qui m'a fait commencer. Mais non. Donc ma passion à la base, c'est la photo, la vidéo. Et un jour, j'ai besoin de ça. En vidéo, on sait maintenant, enfin c'est commun, on est au courant que la lumière c'est important. Et c'est ça que j'ai acheté en premier. Je suis allé à la Fnac, j'ai voulu acheter un spot similaire chez Manfrotto, tu connais peut-être la marque un peu luxe entre guillemets, en tout cas de bonne qualité pour la photo vidéo. Et un spot comme ça, de cette taille-là, vraiment le même quoi, ça coûtait 196 €. Donc j'étais flambeur, mais quand même, j'ai quand même la valeur de l'argent un minimum. Enfin, ça dépendait des fois, mais en tout cas pour moi, je trouvais ça cher. Donc je l'ai pas acheté, et en sortant de la Fnac, j'ai vu une boîte posée là où on posait à l'époque les prospectus avec les futurs spectacles. Je sais même pas si tu te rappelles de ça. À la sortie de la Fnac, sur la gauche ou de la droite, t'avais un petit rayonnage avec des prospectus. Et il y avait un gars qui avait posé une boîte de spot à l'arrache, là. Et la boîte, c'était pas la boîte du Manfrotto. C'était la boîte, il y a marqué CN126 pour 126 LED. Et c'était une boîte chinoise. Et même les couleurs du packaging, je sentais que c'était pas un truc... on va dire européen, on va dire ça comme ça. Je retourne dans le rayon avec la boîte et je vois que ça coûte 126 €, donc je vois moins cher que mon 196 €. Je vais voir sur internet et je trouve ça sur AliExpress, site qui n'était pas du tout connu à l'époque d'ailleurs, et je trouve que ça coûte 30 $. Et avec le taux de change à l'époque, ça faisait 25 €. On va arrondir à 30 €, tu vois. Et là, je fais un résumé un peu simple, un raccourci un peu simple. Je me dis, tiens, mais s'il y a un mec qui a suivi le même parcours que moi, qui vient dans ce rayon-là, qui voit le spot à 126 € et qui va sur le Bon Coin, qui le voit à 90 à tout hasard, peut-être qu'il achète. Donc je commande dans le magasin, mais sur internet, mon spot à 25-30 €. Je le reçois 4 à 6 semaines plus tard et je fais mon annonce sur le Bon Coin. Voilà comment ça démarre. Je finis à 15h, je mets le rendez-vous à Saint-Lazare, à 15h10, le temps d'arriver, tu vois, je travaillais à Madeleine, Paris 8. Et il y a le gars, je me rappelle encore, Jean-Luc Q, on va pas donner son nom, mais c'est Jean-Luc, ce sera mon premier client, il bossait chez Apple. Il voit le spot comme ça, il dit waouh, mortel, t'as un 90 en plus seulement. Il me donne les billets. Et c'est pense que c'est à ce moment-là que je dis ah ouais, d'accord. J'ai gagné plus qu'une journée de travail, instantanément, 5 minutes, j'ai parlé d'un truc que je kiffe, le gars était cool, waouh. Ok, déclencheur à ce moment-là. Petit début. Moi j'ai toujours été un peu dans l'opportunité, tu vois. La vision, quand j'ai mis ça en vente, je me suis pas dit je vais lancer un grand business. Je me suis dit, tu connais mon amour pour les systèmes, l'automatisation, les choses qui marchent seules. Et je me suis dit, je trouve ça super cool d'avoir un objet et en même temps il se vend peut-être. C'était ça le mindset. C'est pour moi, mais peut-être qu'il se vend plus cher. Et s'il y a un mec qui est prêt à me le prendre 3 fois plus cher, c'est bon. Et c'est ce qui s'est passé. Achat-revente classique, quoi. C'est comme ça que ça s'est lancé, C'est vraiment super intéressant. Parce que je me dis, déjà, pour penser aller voir sur
le comparatif, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Moi, je ne sais pas si personnellement je serais allé voir en mode combien ça coûte sur Internet. Ça veut dire que quelque part, peut-être déjà, tu avais cet esprit un petit peu entrepreneurial, peut-être au fond de toi. Parce que moi, je sais que si j'avais vu, je ne me serais pas dit attends, mais ça coûte combien sur machin? Ok, mais... Et après, il faut se lancer. Hein. Je ne sais pas si je définirais comme ça aujourd'hui. C'est un réflexe. Les gens font à peu près tout ça. Moi, je baigne dans l'informatique depuis que j'ai 3 ans. Pour moi, c'était un réflexe logique, tu vois. À l'époque, dans les années 90, on va dire ça comme ça, j'étais déjà le mec qui tapait vite au clavier, j'étais déjà le mec des ordinateurs. Donc finalement, 15-20 ans plus tard, vérifier si c'est moins cher sur d'autres sites, que les gens connaissent pas pour le coup. Réflexe logique, tu vois. Ma mère m'a toujours montré ça, m'a très tôt appris à faire des recherches sur Google. Et cette stratégie de recherche, j'utilise encore maintenant. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui savent pas chercher sur Google. Je trouve ça très intéressant. Ils comprennent pas ce concept de mots-clés. Mais moi, ça m'a paru logique, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, ces mecs-là ont des fournisseurs. Je vais regarder. Et je suis tombé sur ça. Enfin, après, j'ai eu besoin d'autres matos, en fait, pour la photo. Je vais à la Fnac et je vois qu'une épaulière, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Encore trop cher pour moi. Et puis, il faut que je monte beaucoup de spots pour en arriver là. Puis, c'est pas un réflexe. Pour moi, j'ai eu un petit coup de chance, tu vois. Donc, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais sur le Bon Coin et je vois qu'un mec vend des épaulières. Et il vend ça 1200 euros. Pas mal, mais quand je regarde ce qu'il y a dans ces packaging... Si ce même packaging était vendu à la Fnac, ce serait vendu 2005, 3000, facile, tellement il y a de choses. Et du coup, je fais toutes ces annonces pour trouver son fournisseur. Toutes les photos, une par une. Et sur une photo de l'annonce 3 ou 4, il a oublié d'enlever le truc. Et je trouve le nom du fournisseur. C'était Pro Aim, un truc indien. Et j'arrive dessus. Je suis sur le site, j'oublierai ça. C'est vraiment un moment de ma vie que j'oublierai jamais. La caverne d'Alibaba de la valeur perçue. Là, en valeur perçue, on était à x4 à chaque fois. C'est-à-dire qu'une épaulière de visu qui valait en France 400 euros, là, il te la vendait 80 $. Avec le taux de change dont je t'ai parlé tout à l'heure, 70 balles, tu vois. Donc j'ai pris une épaulière et je l'ai vendue 250. Tu vois, on commence à arriver sur des trucs un peu bien, là. Là, ça commence à être sérieux un petit peu. Ça commence à être bien. En 6 mois, du coup, j'avais 6000 euros en S. J'avais jamais eu autant d'argent liquide. Alors que des années avant, j'avais peur de me déplacer avec 300 euros, tu vois. Donc 6 mois, 6000, 1 an, 20K. Et j'achète en fait. Et tout ça, tu le faisais. Avec le taf à côté. Avec le taf. Ouais, rien d'exceptionnel en fait. T'allais les voir à chaque fois et tu leur donnais. Je leur donnais rendez-vous, mais j'ai appris trop de trucs. J'ai appris à créer des upsells. C'est-à-dire que tu vends des spots. Après, les mecs disent ouais, vous avez des batteries. Du coup, tu commandes des batteries. Puis tu en commandes 10. Du coup, tu vois, ça coûte pas cher, mais tu les vends 20 € pièce. Et ainsi de suite. Donc, tu vois, tu fais des doubles ventes, triple ventes, upsell, cross-sell. Le mec, il veut peut-être une épaulière. Il est dans la vidéo. Il y a des gars comme ça, tu montes leur panier à la main. Incroyable. C'est trop bien. En fait, c'est comme ça que ça a commencé en fait pour toi. T'es pas allé voir une formation, alors qu'aujourd'hui c'est ça qui se fait aujourd'hui généralement. Quand les gens aujourd'hui, notre génération, quand on se dit ouais je vais lancer un business, on se dit je vais aller regarder une formation d'immobilier ou de e-commerce, etc. Voir comment on fait et puis après j'exécute. Mais en fait toi c'était directement en fait dans l'action, dans le dur, en mode ok je teste ça donne ça, ok t'as eu un retour direct en fait. Ouais, tout de suite. Il n'y avait pas ce réflexe formation à l'époque. Il y avait beaucoup moins de formation dispo. C'était pas pareil. C'était pas pareil, effectivement aussi. C'est un monde où YouTube, c'est pas non plus un truc de ouf. Du coup, là j'ai une question. Est-ce que tu penses que c'est pour le mieux? Je sais pas. Je pense pas. Non? Tu penses pas? Je pense pas parce que les gens pour moi ont toujours été frileux. Maintenant ils sont juste frileux avec la possibilité d'avoir des infos. Avec ça change rien. Mais toujours. Sinon il y aurait 40 000, plein de mecs qui ont des business. Non, les gens ont toujours peur. Quand je vois les questions que je reçois, les gens ont toujours peur. Ça change rien. Maintenant ils ont peur, mais ils ont les infos. Ils ont moins d'excuses de pas passer à l'action. C'est ça. Mais c'est pareil. T'es toujours frileux et je pense qu'un mec qui suit le même pattern que moi avec l'histoire du spot, pareil, il va pas en commander 15. Tu vois, t'as toujours la même peur de perdre ton argent, t'as toujours la même chose toujours la même peur de te louper. Mais ça, cette vie, elle était marrante. J'avais vraiment des stocks chez mon ex de l'époque. J'avais un stock chez elle, j'avais un rayonnage chez elle. Je faisais des ventes tous les week-ends, tout le temps. Tout le temps. Des rendez-vous toujours idéaux, les rendez-vous. 15h10, 15h15, j'attendais quasiment jamais. C'est sur le chemin. 15h, je finis. 15h09, je suis sur place. 15h15, le mec est là. 15h22, je suis dans le métro, tu vois. Incroyable, je rentrais avec mon espèce tous les jours. Donc moi qui étais un peu stressé de me trimballer avec 300 balles, je me trimballe avec 300 balles tous les 2 jours, tiens. Le dealer. Et le week-end, pareil, tout le temps des ventes. Et je les faisais venir chez ma meuf de l'époque. C'est très grisant de dire attends, j'ai une petite vente à 300, 400 balles. Hop, prends 400 € et on passe à autre chose. Un peu. Non mais je te jure, c'est grisant, ça fait bizarre. Tout est dispo tout de suite, tu vois. Parce que finalement, après je sais pas comment toi tu vis, mais moi je dépense pas trop d'argent. Donc finalement, avec 400 balles, je suis vite arrivé au climax de ce dont j'ai besoin. Si j'ai quelques courses à acheter,
20 euros, 30 euros, 40 euros. Un petit resto sympa, 70 balles, même pas. Et voilà, ça y est. Tu vois, t'es max en fait. C'est ouf. Et après, en fait, donc tu m'as dit 6 mois. 1 an, ouais. 6K, ouais. 6K. 6 mois, 1 6K. an, 20K. Ouais. Et à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Alors, en fait, tu te dis quoi? Déjà, j'essaie d'en faire une boîte un petit peu plus respectable. Parce que vendre des trucs en S, bon, c'est cool, mais à un moment, il faut déclarer. Hein. Je crée une structure, je crée un site. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en vente, j'ai appris en création de site. Tout seul? Ouais, tout seul. Bon, ça, les connaissances, ouais, c'était déjà dispo. T'es un mec de l'info, ouais. Ah ouais. Donc, je crée mon site, je crée un logo. Donc, j'apprends à créer des logos. Enfin, je révise mon truc de création de logo. Parce que Counter-Strike, équipe, création de logo pour les équipes. Donc, je me remets sur Photoshop. Et au bout d'1 an et 1 mois, donc en tout au 13e mois, quoi, si tu préfères, il y a un gars que je connais qui me voit faire ça et il dit putain, j'aimerais trop avoir un truc similaire. Et là, moi, tu sais, j'aime bien mettre les carrés dans les carrés, tu vois. Donc je dis au gars, bah, si tu veux, je te vends la boîte. Et il me dit combien? Je dis, bah, je vais réfléchir et je te dis. Je réfléchis et je lui propose 15 000 euros. 15 000 euros. Ok. Et donc je le close. Alors je sais pas ce que c'est closer, vendre à l'époque. À l'époque, ouais. J'ai aucune idée de ces mécaniques-là, tu vois. Mais je lui propose, je lui explique. Je reviens, je crois, quelques jours après, je lui explique les avantages, le machin, combien ça rapporte. Il est trop hypé. Et il me dit oui. Et 48 heures après, il me dit non. Et c'est normal, j'ai bafoué une des règles du closing. Quand t'as affairé quelqu'un, va au bout. Va au bout, gars. Je dis pas, écoute, je te close pour 15K. Et puis après, tu dis, bon, bah, bonne journée, je te rappelle demain. Non, c'est 15K maintenant, je prends un acompte, quelque chose, faut que tu mettes un pied dedans. Je l'ai double close, du coup. Parce qu'il m'a envoyé ce message-là, comme d'hab. Ça se fait souvent soit un écrit long, mail, message, ou ce genre de conneries là. Excusez-moi. Désolé, oui, après avoir réfléchi, c'est toujours le même bullshit. Et donc, du coup, j'ai dit, écoute, je passe te voir et je te réexplique. Et du coup, j'ai dû, à l'époque, je savais pas, mais créer un peu de social proof. Enfin, créer de la proof, en fait. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, je te propose quelque chose. Je vais mettre ton numéro sur une des annonces et tu verras que ça vend. Il met son numéro, il a fait 300 euros dans la soirée. Le mec, il a dû être mind-blowing. Mind-blow d'un truc de ouf. Et donc, du coup, le vendredi soir, je l'amène en voiture moi-même à la banque. Ah mon gars, je voulais pas le rater. Je l'amène devant le CIC d'Argenteuil, gars. Je m'arrête, et tiens, va. Virement, bam. J'ai mon virement plus 15K en vendredi soir. Très bonne semaine. Ah ouais, ben là, j'imagine. Très bonne semaine. Incroyable. Très bonne 15K vendredi, bam, tac. Et je lui vends du coup le stock que j'ai, je lui vends le site, donc je donne tous les accès, la stratégie, les annonces, tout le concept. Incroyable. Et je passe à autre chose. Et tu passes à autre chose. Ok. Parce que ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je veux pas continuer à faire ça parce que peut-être que tu aurais pu encore monter le truc et tout. Pourquoi tu as décidé de le vendre? Est-ce que à ce moment-là, tu avais quelque chose de plus que tu voulais faire? C'est pourquoi? Non, le plaisir d'arriver dans une nouvelle sphère, tu vois. Tu vends des trucs à 100, après tu vends des trucs à 300. Après, bon, il y a eu des produits entre, dont je t'ai pas parlé, qui étaient un petit peu plus chers, 400, 500, 1000. Ouais. Et puis là, tu peux vendre un truc à 15 000. C'est pas la même chose. Vendre un spot à 90 euros, c'est pas le même exercice que vendre un truc à 5 chiffres ou plus, tu vois. Bah ouais, une boîte et tout. Ouais. Et là, c'est un nouveau, c'était nouveau, quoi. Et moi, j'aime bien le challenge, j'aime bien les nouveautés. Et bon, tu le sais ou tu le sais pas, mais moi, ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est pas l'argent, c'est le mécanisme. C'est le fait que la personne, elle passe de non à OK. Ça, j'adore. Et même encore aujourd'hui, hein, parfois, j'ai la flemme d'envoyer des devis, enfin des factures, alors que c'est signé, c'est fini. Il suffit juste que le gars, il dise OK. Et je dis, les gars, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, j'adore quand je fais switcher la personne, tu vois, que je l'ai convaincu et qu'il me dit, let's go, on y va, c'est sûr 100%. Elle signe le contrat, boum. Après, mettre en place le paiement ou tout. C'est rapide, hein, mais c'est pas la partie qui me passionne le plus, quoi. Et là, c'est pareil, tu vois, c'était ça. C'était la méca, la quête, quoi. La quête de faire switcher ce gars-là. Faire passer de j'ai jamais acheté une boîte ou un concept de ma vie et je vais te donner 15 000 euros, gars. Et est-ce que quand tu as démarré le business, de ce que je comprends, au final, tu l'as démarré un petit peu sur le tas? À l'opportunité. À l'opportunité. Mais après, est-ce qu'il y a eu un objectif plus long terme? C'est-à-dire, aujourd'hui, généralement, dans le business, on dit, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies une raison beaucoup plus profonde
que juste de faire de l'argent. Ouais, la preuve en est, moi ça n'a jamais été l'argent. Ouais. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Ah ouais, c'est la quête. C'est ça qui te fait. Ah, c'est la quête. C'était ton pourquoi, entre guillemets. Ouais. C'était de. T'as vu? Étrange. Okay. Hein, c'est pas un pourquoi de grande difficulté. Ouais, en mode, parce que généralement, c'est. Oui, je vais faire sortir les parents de la haie. Pas besoin. Non. Pas riche, mais pas besoin. Non. Et tout le reste, c'est la quête. Hein. Le second business, c'est la quête. Le troisième, c'est la quête. Le 19e, c'est la quête. C'est tout le temps la quête. C'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau truc. Ce que je fais juste derrière. Je vois que le coaching en séduction, ça marche bien à l'époque. Donc tu fais ça après? Oui, je fais ça, ouais. Je fais un site de coaching en séduction. Du coup j'ai remarqué un truc, c'est qu'en enchaînant ces trucs-là, j'apprends des choses. Et donc là, je deviens meilleur en création de site. Tu vois, un peu comme dans un jeu où tu fais monter tes différents niveaux, tes différents skills. Et là, je peux travailler le skill site. Et donc je fais un site, puis il faut écrire. Donc je fais travailler le skill rédaction. Surtout qu'à la base, je suis pas bon en rédaction. Et puis je fais travailler le skill. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pas les termes. Hein. Mais le skill proposition de valeur, j'ai aucune idée de ce que c'est à l'époque, mais je le travaille aussi un petit peu parce que j'essaie de trouver comment on apporte quelque chose au marché, même si j'ai pas les mots. Flop total. Parce que pas de méthode. Bah oui, pas de méthode. Je fais ça à l'arrache, je fais un site et j'espère que les gens vont se jeter sur moi, mais ça marche pas. Et j'ai passé des semaines et des semaines à faire ce site. Des erreurs de débutant classiques. Tu testes pas le marché, tu fais d'abord ton site. Là, j'apprends. T'as appris. Et je suis tout de suite dans cette dynamique de, en fait, on perd jamais. Soit t'apprends, soit tu fais de la trésor et c'est cool. Mais tu perds rien. Tu perds jamais rien. J'ai toujours enchaîné comme ça. Et ce site-là, il a rien fait du tout. Mais je suis ressorti avec beaucoup de connaissances. Ouais, ok. Donc il a fait ça. Tu vois, ça m'a fait travailler quand même cette logique d'action de créer un site. Tu vois, segmenter son travail, structurer sa rédaction, avoir une vision, créer encore un logo. Tu vois, j'ai passé énormément de temps dessus. Donc tu vois, tu fais quand même monter ton skill set global, même si ça fait pas de trésor, tu deviens un meilleur humain à la fin de l'aventure. Ouais. Et c'est ça dont la plupart des gens ont peur, surtout quand on commence, c'est de se dire je fais tout ça pour qu'à la fin il n'y ait pas d'argent, parce que généralement les gens ne voient pas que en fait tu ne perds rien, tu vas apprendre, comme tu viens de le dire, en fait tu grandis et ça va te servir pour d'autres choses. Grave. Donc c'est incroyable. Et après ça Battle Rops, hein. Battle Rops, la plus grosse boutique de France de vente de cordes ondulatoires. Bon, la petite masterclass, je te cache pas. Franchement, j'étais même pas au courant. Donc c'était toi qui vendais le plus dans ce domaine-là. Ouais. Wow. Alors là, ce que j'ai fait, je suis allé faire une compétition de boxe thaï en Italie. Et il y avait un petit peu comme le forum des associations. Tu visualises une grande pièce, un hangar, t'as des stands. Et t'as des mecs qui vendaient des produits. Il y a un mec qui vendait des Battle Rops. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les grandes cordes ondulatoires avec lesquelles on fait du sport, qu'il y a maintenant dans toutes les salles. Et à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il y a créneau, tu vois. Mais sans plus. Je reviens de la compétition, il se passe rien. Et un dimanche matin, 8h02, je me réveille, je me dis, il y a créneau, tu vois, c'est ça qui me réveille. À l'époque, je vais sur Alibaba, pas AliExpress. Alibaba. C'est pour les fournisseurs en gros. Et je commande une corde, ce qui n'est pas du tout une commande en gros pour le coup. Je la paye 60 € et je la mets sur le bon coin, 120 €. Et je la vends à Levallois à Nadir T. Encore un petit client de début de business, ça. Et donc du coup là je suis obligé de faire appel encore au skill set site, tu vois. Sauf que là au lieu de passer sur ça s'appelle un CMS, mais un truc qui permet de créer des sites qui est pas connu, je passe sur WordPress. Donc tu vois, j'apprends à faire un site WordPress. Ok. Et je me fais aider à mort par un pote qui est dev. Sur ce business là, je me dis je vais utiliser mon réseau et demander à mes potes qui savent faire des choses dans le web de m'aider. Donc je demande à Chris Vedel, si jamais t'écoutes, merci encore pour ça, de m'aider pour le site. Il m'aide à fond, il a fait 98%, tu vois. Moi j'ai eu l'idée et les 2% de texte, on va dire ça comme ça. Et j'ai demandé à Romain Jeannequin de l'époque. Lui il était spé dans le référencement web. Le mec était, il y a plus de 10 piges, focus dans le ref web. Alors imagine, hein, à un moment où il y a beaucoup moins d'infos sur le référencement web, il m'a expliqué comment être premier de Google. Et il a réussi. J'étais vraiment premier de Google. Parce que là, il n'y avait personne en fait. Ah bah non, il n'y avait personne et c'était un truc d'excellence. Tu vois, le référencement web, être premier de Google, ça fait beaucoup de requêtes. Et j'ai appris beaucoup le branding avec cette boîte-là. C'est-à-dire créer vraiment un produit à l'image du site. Je dirais même que j'ai fait l'inverse pour être plus efficace, créer un site à l'image du produit. Et j'ai trouvé donc ce template noir et orange et j'ai trouvé des cordes noires et orange. Ok. Donc tu vois, j'avais un branding cohérent. Souvent on part dans l'autre sens. Ouais. Mais c'est plus compliqué du coup. Il faut faire des moules ou faire dérégler les machines. Et en général, tes fournisseurs, s'ils sont en Chine, ils sont pas ultra fans de ça, tu vois. Parce qu'il faut tout décaler, c'est chiant. Donc c'est-à-dire que si tu prends pas une certaine quantité, donc MOQ, tu vois, minimum of quantity, ils le font pas. Donc je vais pas commander 100 km de corde à ranger dans mon salon, tu vois, ça fait beaucoup. Donc autant prendre une section de produits qu'ils ont déjà et trouver un thème WordPress, donc un site déjà tout fait, quoi, quasiment, qu'on va modifier. Ok. Tu vois le truc ? C'est incroyable. Et tu fais correspondre comme ça les éléments et tu crées un univers
Non pas avec quelqu'un qui est dans la direction artistique, mais avec les opportunités à dispo, quoi. Tu connectes des choses. Petit truc à droite, petit truc à gauche, tout est cohérent à la fin. Et le logo, c'est le logo de la Marine nationale de Roumanie que j'ai changé de côté, en fait. Attends, je l'ai changé de sens. Ah oui, pareil. Je me suis vite rendu compte que j'étais nul en création de logos et qu'il y avait plein de logos stylés sur Internet. Donc du coup, quand tu changes un peu les formes, les sens, tu peux trouver des logos stylés, tu vois. Et je voulais un truc moderne. Et le plus moderne, c'était ça, tu vois. Eux c'était un genre de marine navale chelou, je sais plus quel service c'est exactement, mais c'était un genre de corde. Donc j'ai changé un petit peu la forme, je l'ai inversé, je l'ai mis dans l'autre sens, j'ai fait un dégradé, orange et jaune, il y a un petit peu de jaune, mais ça faisait un peu flamme, et ça collait avec mon thème orange et noir, ma corde orange et noir. Tu rajoutes à ça quelques photos, photoshoot, tu connais ma passion pour la photo, c'est plus un secret. Facile. Pareil pour les vidéos. Et donc là, Battle Ropes tu commences à faire pas mal de chiffres. Tu fais quoi? Je suis monté à 300 000, je crois, avec. J'avais compté, j'ai vendu plus de cordes en hauteur que la Tour Eiffel. Waouh. Sérieux? Ouais. Mais quand t'es premier de Google, tu te fais assassiner. T'as des requêtes tous les jours. Tous les jours, des gens commandent. Mais je me rappelle de la première commande automatique. C'est avec ce business que j'ai fait ma première commande en automatique. C'est-à-dire que là, je parle à la personne. Il y a vraiment un mec qui vient sur le site, il paye. Et il m'envoie 149 €. Point. Tu prends la corde, tu la mets dans un carton relais. Wow. Et à ce moment-là, là, toi qui aimes bien les mécanismes. Incroyable. Tu fais un truc avec des potes qui t'aident. C'est fait de briquet de broc, tu vois. Un petit pote référenceur qui t'aide, un petit pote dev, la Marine nationale, la Roumanie, merci à vous. Photoshop, et ça fait ça. C'est ouf, non? Incroyable. Et tu fais 300K avec ça? Ouais, en plusieurs années, mais oui. Ouais, en plusieurs années. Ouais, mais j'apprends beaucoup. J'apprends la compta, j'apprends à faire des tableaux qui servent à quelque chose. J'apprends la data, entre guillemets, parce que c'est pas très pointu, mais c'est cool quand même. J'apprends les déclarations. J'ai appris à créer des opportunités avec les gens. Tu vois, un de mes plus gros fournisseurs, c'est un fournisseur que j'ai eu en France. Et c'est un gars que j'ai vu sur... J'ai une anecdote sur ça, si tu veux. Qui est pas mal. Balance les anecdotes. La facturation des Battle Ropes, c'est par rapport à la taille et au poids. Ouais. À l'époque, je vends une Battle Ropes de 3,8 cm de diamètre, pour que tu aies un référentiel, et une longueur de 10 mètres. Et moi, je la vends 149 €. Il y a un mec, un jour, il arrive sur le Bon Coin, 5 cm de diamètre, truc qui fait 15 mètres plus, il vend ça, je sais même plus, 100 balles, 60 balles, dérisoire. J'ai dit, mais attends, c'est impossible, faut qu'il en ait 100 pour faire ça. Le produit est pas connu, je suis top 1, il sort d'où lui? Il sort d'où? Comment il fait? D'où? Quel container? Comment? T'es fou? Enfin, Et donc je me dis, il faut que j'ai des infos sur le stock de ce mec. Il faudra que ça va partir en stratégie. Okay. J'ai besoin de comprendre comment il fait pour m'éclater comme ça en termes de prix. Si moi j'ai sa Battle Ropes entre les mains, je la vends 350 €. Et je fais pas une marge de tueur en série, tu vois. C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Ça a rien à voir avec les spots. Je l'appelle, très gentil. Et du coup, je lui dis, ouais, j'aimerais bien en commander 5. Ça prend de la place. Hein. Enrouler 15 mètres de corde côte à côte, faut de la place, quoi, pour stocker ça. Il me dit, ouais, 5, c'est bon, pas de problème. Je dis, ok. Alors, j'ai dit ça parce que j'ai pas osé vous dire 10, mais 10, c'est très bon. Et il me dit, ouais, 10. Je dis, attendez, parce que je suis avec un gérant du club de boxe thaï de Bobigny, là, à côté de moi, je vais voir s'il en veut. Je fais semblant de me mute. J'attends, comme ça. Je me démute. Je dis, oui, excusez-moi, par exemple, il en veut aussi 10, ça en ferait 20. Il me dit, oui, monsieur, il n'y a pas de problème. 20, 25, 30, 50, même si vous voulez. Je dis, ok, bah, je vous remercie. On prépare tout ce qu'il faut et on revient vers vous. Et je suis dépité. Je dis, mais comment ce gars, comment il fait? Il fait pour stocker 50 fois 15 mètres de corde, de 3,5 de diamètre, enfin de 5 cm de diamètre. C'est énorme. C'est énorme. C'est des tabourets, quoi. Il faut une pièce, quoi. Ouais. Il faut une pièce pour stocker ça. Putain, c'est ouf. Et je comprends pas comment il fait, tu vois. Et du coup, je lui écris un message. Et je lui dis, salut. Je suis en mode compassion, enfin en mode gentillesse. Je lui dis, ouais, je comprends que vous faites de l'import-export, vu les quantités que vous pouvez assurer. J'ai pas osé vous demander, mais j'aimerais bien importer des habits, voilà. Depuis la Chine, j'ai cru comprendre que c'est ce que vous faisiez. Enfin, vous importiez des produits depuis là-bas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Enfin, j'ai pas osé vous demander. Et là, contre toute attente, enfin, j'attendais rien, tu me diras, le gars m'envoie un pavé et il m'explique tout. Et il me dit, ouais, il faut plutôt faire ci, faire ça, mais attention, il me donne des recommandations. Il m'a écrit un article de blog par SMS pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, pas faire dans l'import-export. Wow. C'est pour ça que les humains, c'est trop bien, gars. Incroyable. Trop cool. Du coup, je le rappelle quelques jours plus tard, même numéro, même voix. Salut, Battle Ropes, le site, ton prix, mon prix, tu casses le marché, on est une jeune entreprise. Aucun effort. Ah ouais. Et il me dit, ouais. Il a pas... Non,
Il vivait sa vie. Il dit je vais voir avec mon associé parce que je lui ai demandé de retirer son annonce. Non mais le toupet au maximum. Le culot. Mais gentiment, je lui dis est-ce que vous pouvez retirer votre annonce parce que vous cassez le marché de la corde quoi. Genre il y a un marché tu vois. Le mec il vient. Faut essayer. Je te demande, faut essayer. Le mec il vient, il dit retire ton annonce. Ouais, s'il vous plaît, parce que vous tuez une petite boîte et tout. Il dit ouais, je sais pas, je vais voir avec mon associé et tout et tout. Je dis mais pourquoi vous faites ces prix-là? Vous pourriez vendre 4 fois plus cher. Il me dit non parce que nous on veut équiper les pros. Je dis ouais mais le Bon Coin c'est pas fait pour les pros. Si vous pouvez enlever votre annonce, c'est bien tu vois. Ça peut être bien. L'annonce tu peux l'enlever. Il m'a dit ouais, je vois avec mon associé, je vous reviens lundi. Lundi, le week-end était très long. Lundi arrive, il me rappelle pas. Lundi arrive, je le rappelle, il me répond. Je dis alors l'annonce. Il me dit j'y vais avec mon associé, il veut pas spécialement retirer l'annonce, etc. Je dis ok bon. Je vous ai montré le site que j'avais. On a une identité graphique, on a tout un travail, on a une entreprise. On a pas mal de commandes clients. Je pense que si on met vos produits sur notre site avec notre prix, on peut se faire une petite marge sympa. Vous voulez travailler avec des pros, on est des pros. Je vous donne 10 € de plus par pièce. Vous vendez 60, on vous donne 70. On met le prix qu'on veut. Mais vous êtes la boîte la plus exposée de France. Vous êtes le stock le plus exposé de France grâce à nous. Et il m'a dit ok. Voilà. Et je me suis associé à Laurent comme ça pendant des années. Et le deal, je faisais. Attention au mot que je vais utiliser, dropshipping. Je parle de la méthode. C'est-à-dire qu'il avait son stock en France. Et dès qu'il y a une commande qui rentrait, je lui faisais suivre avec l'étiquette Mondial Relais. Prenait dans son stock, carton, Mondial Relais. Il déposait lui-même. Donc avec ces calls, j'ai gagné un genre d'associé, un collaborateur si tu préfères, dans le cadre de ce business-là, qui faisait la logistique, gratos. Et tu l'as jamais vu? Jamais. Je suis passé tellement de temps au téléphone avec lui, je l'ai jamais vu en vrai. Et ça en combien de temps? Plusieurs années, 2-3 ans. 2-3 ans, tu as collaboré avec. Je connais son prénom, son nom, j'ai jamais vu en vrai. Okay. Un jour je suis passé dans sa zone là dans le sud et j'ai dit que j'étais là, il était à 200 km, il a dit c'est un peu loin quoi. Ah ouais. Jamais vu. Un truc de ouf. Je te jure. Et après Battle Rops du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est loin là ce que tu me demandes. Parce que à ce moment là, parce que là toi aujourd'hui, ça y est, t'as des réseaux, t'as TikTok, t'as Instagram, t'as YouTube, tu fais un podcast. Tu fais pas mal de contenu justement sur le business, sur l'entrepreneuriat, tu aides des personnes à comprendre un petit peu, tu as cet aspect où tu aides les entrepreneurs en fait à scaler leur business, et tu as aussi cette partie où tu aides les gens, un peu coaching personnalisé, où tu aides les gens à savoir un petit peu par où commencer et mettre les pieds un peu à l'étrier. C'est ça. Avec le salarié provisoire, c'est ça le podcast. Exactement. Ok, et du coup, comment entre là, parce que ta boîte s'appelle Scalable, c'est ça? C'est ça, Scalable, ouais. Scalable, salarié provisoire, le podcast. Comment ça arrivé, ça que tu veux savoir? Comment entre je vends des cordes ondulatoires. C'est vrai que c'est bizarre comme point. Tu vois, tu dis. Ça, t'as raison. Alors, il y a dû avoir une vingtaine de projets. Là, on en a parlé de 2-3. Ok, franchement, rapidement. Plus de 20. Qu'est-ce que tu as fait rapidement énuméré comme ça? Il y a eu La Séduction, il y a eu Time to Be. En plus, le nom était trop sexy, le nom. Time to Be, quoi. Ok. C'était trop mignon, il étendait de 2 et tout, c'était incroyable comme nom. Mais ça n'a pas marché. Alors, le logo, oh là, putain, le logo. J'avais rajouté une petite montre sur le logo et tout, la catastrophe. C'était vraiment laid. Time to Be, il y a eu Six Sense, donc ça, c'est photo-vidéo. Il y a eu Battle Ropes, comme tu dis. Et il y en a eu plein d'autres, mais là, j'ai pas spécialement. Ah oui, j'ai créé une marque de vêtements à un moment aussi. Pareil, je me suis dit, au moment de. Tu sais, l'avènement des hipsters. Tu te rappelles de cette époque, grosse barbe et tout. Et j'avais qu'un truc qui s'appelait Hipster My Style. Et j'avais commandé des trucs qui étaient estampillés Hipster en Chine, et j'avais fait une jolie boutique. Donc là, pareil, je vais un petit peu plus vite. Meilleur logo, meilleur site, meilleure fiche produit. J'ai fait des shootings photos d'ailleurs avec des modèles, c'était grave cool. Tu vois, donc j'ai encore appris. Pareil, j'ai pas vendu un truc. Pas de méthode. Wow. Pas de méthode. J'en ai plus plein des comme ça. Sérieux? Mais c'est bizarre parce que pourtant tu venais de faire Battle Ropes, non? Mais c'est pas pareil. Mais du coup ça. Ok. En fait, si on décrypte un petit peu, avec Battle Ropes, j'ai une proposition de valeur, tu vois. Je suis arrivé sur un marché, il n'y a pas grand monde, même si c'est pas obligatoire pour avoir un business qui fonctionne. J'ai une vraie proposition de valeur, j'ai une vraie direction artistique, j'ai une vraie stratégie. Je suis premier de Google, déjà ça fait une énorme différence. On sait que mon site existe. Alors Hipster My Style, j'arrive dans un marché hyper concurrentiel, il y a plein de marques de vêtements, personne ne me voit. Personne ne me voit. Stratégie réseaux sociaux à l'époque, il n'y a pas de placement de produit, on sait même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est un placement de produit à l'époque. Aucune idée, il n'y a pas d'influenceur d'ailleurs, ça n'existe pas. Wow. C'est pas le même monde. Punaise. C'est pas le même monde. Publicité, Facebook, Google,
J'en ai vaguement entendu parler, mais je sais pas. Début de Scalable, c'est Alors, après, je dirais peut-être 15, 16, 17 X projets dans le e-commerce. Il y a des gens qui me demandent des sites. Parce qu'ils savent que je fais des sites. Et eux aussi, ils ont envie d'avoir cette vie de mec qui crée des sites et ça vend. Et je commence à voir des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Je prends pas spécialement en compte. Et je passe mon permis à l'époque, très tardivement d'ailleurs. Et je vois que le site de l'auto-école, il est pas ouf. Parce que mine de rien, je me suis amélioré en présentation, en visuel, etc. Je sais ce que c'est un site de qualité. Maintenant, tu arrives à voir. Quand même, j'arrive à visualiser un petit peu plus. Et je propose à mon moniteur d'auto-école à l'époque, qui était aussi le gérant de l'auto-école, je lui dis écoute, je peux te refaire ton site, WordPress. Je te fais un devis. Tu me donnes ce que tu veux dessus. Je fais un devis à 600 €. Je fais son site pendant 3 semaines, 4 semaines. Ultra long au début, tu vois. Il voit le truc, il kiffe. Je refais un logo. La totale, hein. T'as 2000 € de prestations, mais je sais pas facturer à l'époque. J'apprends tout, tu vois. J'apprends la facture en décalé. Avec, je fais le truc. Il est très, très, très content. Et je me rends compte qu'au-delà de vendre des produits, la prestation de service, c'est pas mal. Hein. Parce que pas de stock, pas de logistique, pas de place occupée chez toi. Tu peux en vendre 10, 20, 30, tranquille. Ça change rien, tu vois. Par contre, et ça paye plus. Tu vois, sur une BattleRops à 150 €, faut que tu enlèves ton expédition, faut que tu enlèves ce que tu donnes aux fournisseurs, faut que tu enlèves tes pubs si tu sais les faire, il reste plus grand chose. Hein. Tu fais 304 chiffres d'affaires, il reste pas des milliards, hein. Il te reste pas 299 299, tu vois. Alors que la Presta, tu vends 2K, 3K, 5K, il n'y a pas de frais. Le mécanisme de vente, il est aussi particulier et j'adore, tu vois. Et ça commence avec ce gars-là, avec un site. Puis après, j'en vois un autre, puis un autre. Au début, c'est un petit peu réseau. Et puis on me demande des sites et des logos. Puis tu sais que moi j'aime bien la photo, donc je vends aussi en parallèle de la photo. Je fais quelques mariages, vidéos, photos. Je fais de la boxe, donc je fais des photos de boxe. Tu vois, je fais évoluer encore une fois, je continue à faire évoluer ces différents skills là, tu vois. Et puis je me rends compte que tout ça, ça va bien ensemble. Sur un site, tu peux mettre des photos, tu peux mettre des vidéos, tu peux mettre des logos, tu peux mettre un peu de rédaction, même si je comprends pas à l'époque que c'est important, mais je la fais un peu. Et au bout de quelques années, je crée, c'était en 2015, hein, une boîte qui s'appelle Cloud Development. Alors ça n'a aucun rapport avec le cloud qu'on connaît maintenant, mais c'est un peu le début d'une agence web qui vend des sites, quoi. D'accord. Voilà, donc pareil, très à l'arrache, mais j'arrive quand même à vendre. Tu vois, mes premières prestats à 1000 €, mes premiers logos à 300 €. Je commence à me dire, ah ouais, intéressant, tu vois. Et je trouve ça sympa. Et je me dis, waouh, j'ai pas besoin de porter des cartons de BattleRops dans des mondiales relais, parce que parfois c'était moi qui le faisais. J'ai pas besoin d'expédier des trucs. Juste besoin d'expliquer la chose, la personne est ok, je reçois un virement bancaire, je déclare et on passe à autre chose. J'aime. La puissance. Je me dis, ouais, le conseil, c'est cool. C'est pas vraiment du conseil, c'est de la prestation de service, pardon. Ouais, prestation de service. Voilà comment on arrive tout doucement à quelque chose qui ressemble à une agence de marketing digital. Puis après, tu as les autres services qui arrivent vraiment, plus dans le market digital, community management, toutes ces choses-là, stratégie. Je vends toujours des sites, un petit peu de community management à côté, mais un peu à l'arrache, tu vois, il n'y a même pas il n'y a pas d'objectif, je peux rien promettre, j'ai pas de méthode, tu vois, j'ai pas d'analyse stratégique comme toi tu ferais. Maintenant, je fais pas ce qu'il faut faire, tu vois, je suis un imposteur en fait quelque part. C'est ce que les gens cherchent à l'époque, quelqu'un qui poste et il te donne 300, 400 € par mois. C'est cool déjà, c'est sympa. C'est très bien. C'est très bien. Et je me rends compte que j'arrive à vendre des sites, ça je l'ai compris bien plus tard, parce qu'en fait je conseille les gens. Je t'ai dit que j'aimais bien les humains. Donc du coup je prenais toujours le temps d'expliquer et de donner un petit élément stratégique business, tu vois. J'étais le mec qui vendait des sites, mais qui avait monté 20 boîtes. C'est ça, c'était ça ta valeur ajoutée en fait. Et c'est que les mecs, j'étais capable de leur dire, tiens, je te vends un site, et puis stratégiquement sur ton biz, au passage, tu pourrais tester ça, ça, ça et ça, et je te conseille de ne pas faire ça, ça, ça et ça. Donc je vendais du conseil, mais sans faire exprès. Et c'est comme ça que je closais. Mais je n'étais pas au courant, ça je l'ai vu en mode rétrospectif. C'était ma valeur ajoutée, tu vois, c'était ma proposition de valeur sur le marché de la vente de sites. Tu achètes un site à un mec qui te dit stratégiquement ce que tu peux faire. Sur le papier, c'est stylé. Mais je l'ai jamais écrit le truc, mais c'est ce qui se passait. En fait, toute l'expérience que tu as eue, directement, tu arrives à avoir un petit peu. À chaque fois, je réutilisais. Tu vois, j'ai toujours réutilisé ce que j'ai appris dans le business d'avant, quoi. Comme quoi, c'est important d'échouer, de tester plein de choses, parce qu'en fait, après, c'est ça qui fait qui tu es en fait en tant qu'entrepreneur, en vrai. J'ai beaucoup échoué, c'est important, c'est super, c'est là que t'apprends. Tu perds rien, encore une fois. J'ai vécu plein d'aventures incroyables, tu vois. Le Bon Coin, c'est. Tu te rends compte, autant de ventes sur le Bon Coin pendant 1 an. T'imagines, tu vends toutes les semaines. J'ai rencontré des profils incroyables. J'en parle parfois dans mes reels. Le Brésilien qui se déplaçait avec une seringue avec le VIH dedans. Qu'est-ce que c'est que ces rencontres ouf. Accepter un chèque de 600 balles sur la terrasse d'un Starbucks. Vraiment, tu sais,
tu te présentes au business avec toutes les erreurs possibles. Qui accepterait un paiement par chèque sur le bon coin aujourd'hui? Personne. Mais comme le mec te dit, t'inquiète, je suis un mec bien, etc. Je touche du bois, j'ai jamais eu de galère, tu vois. Et j'ai encaissé son chèque et c'est passé. J'ai fait des rencontres comme ça où tu vends 2000 balles d'objectifs, après il faut que tu rentres chez toi, t'as 2 heures de transport avec 2000 balles sur toi, ce genre de truc-là. Je me suis éclaté. Tout ça, c'est ça qui t'a forgé en fait. Ouais. Puis surtout, t'échanges avec énormément de personnes, de profils, t'apprends les mecs. C'est ça que les gens sous-estiment, c'est vraiment le fait que tu fais pas forcément les choses pour vendre, mais il faut aussi faire les choses pour avoir cette connexion avec les gens. Et quand tu fais ça, en fait, c'est ça généralement qui t'apporte plus que le fait d'avoir vendu. Et toi, tu l'avais compris tout de suite, en fait. Après, peut-être que tu as aussi la personnalité de cette connexion directement avec autrui, en fait. Avec les gens. Peut-être. Je pense que ça, c'est dit honnêtement, même si, maintenant, c'est un petit peu plus accepté, mais je pense qu'encore une fois, je remets ça sur le tapis. Moi, les jeux m'ont beaucoup apporté, tu vois. Je parle pas des gens qui jouent tout seuls derrière leur console, devant. Je parle vraiment des gens qui vont chercher un petit côté... collectif. Ouais, collectif, e-sport, où tu as vraiment une vision professionnelle du jeu, tu vois. Maintenant, c'est OK, tu vois. On a compris que les gens, il y a des gens qui vivaient de ça, etc. Ça y est, les gens commencent à comprendre que le côté pro, il existe. Ça fait super longtemps, tu vois, en fait. Et j'avais déjà l'habitude de rencontrer des gens, tu vois. Tu arrives parfois dans des endroits, donc on appelle ça des salons, pour le dire en français, où il y a des gens que tu connais pas. Donc tu développes ce skill d'apprendre à faire connaissance avec des gens que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Tu vois, et ça, mine de rien, en termes d'interaction humaine, ça t'amène un petit skill supplémentaire. C'est pas mal ça, tu vois. Et moi, je le faisais tout le temps. Tu rencontres toujours des gens, tu te mets aussi à apprendre. Moi, j'ai toujours été leader dans mes différentes équipes, et apprendre à gérer des gens. Tu gères pas des joueurs, tu gères des humains. Tu vois, tu gères des profils, tu rencontres un max de profils. Ça t'apprend déjà à savoir. Je sais pas si tu vas trouver ça chelou, si t'es OK avec moi. Parfois, à l'attitude, tu peux comprendre quel type de personne t'as en face de toi. J'ai déjà trouvé des humains qui avaient des propriétés similaires et au final qui faisaient du coup des choix similaires. Chelou, ça. Similaires et des réactions similaires. Et quand t'as déjà rencontré 5 fois le même profil dans ta vie, même si tu l'as jamais vu en vrai, quand tu le vois en vrai, tu dis c'est lui. Lui c'est le profil 22. Tel profil type A, type B. Lui, quand il faudra prendre cette décision, il va aller à droite. Tu vois. Et ça t'aide. Mais il faut voir beaucoup. Formation continue. Faut bien. Tu vois, moi, c'est comme ça que je prends le jeu. C'est une formation continue de rencontre de gens. Encore. Et sans sortir de chez toi. Et quand il faut faire des rencontres importantes après, c'est très fort. C'est très très fort. Et donc Scalable arrive à ce moment-là juste après. Un peu plus tard. Juste un peu plus tard. D'abord, je fais e-business maker. Et là, pour le coup, tu vois, même dans le nom, je veux aider les gens à améliorer leur business. Ça y est, j'ai compris que je pouvais avoir une valeur ajoutée. J'ai capté la valeur. Ça y est, c'est bon. Et là, je vends un petit peu plus de conseils. Et sur mes factures, il n'y a plus que site. Il y a site et 300-400 euros de conseils pour 1 heure. On commence à arriver sur un truc un petit peu plus sérieux. Beaucoup de ventes de logos, beaucoup de ventes de community management. Je continue à créer des petits business en parallèle. Et puis, quelques années plus tard, il y a Scalable qui arrive, où là, on est dans le full conseil, tu vois. Où j'accompagne les dirigeants à aller chercher de la croissance dès la première année, où il y a des process, c'est carré. Mais tout ça, c'est le best-of d'une vie de rencontres et de tests, quoi. Donc pour plus de 10 ans d'expérience. Plus, bien sûr. 2012, ça fait beaucoup. Et donc là, maintenant, salarié provisoire, ça fait combien de temps que tu as lancé ça? En vrai, j'ai même pas la date, mais au moins 3-4 ans. Au moins 3-4 ans. Mais c'est une récréation là-bas, salarié provisoire. C'est un kiff. J'aime bien discuter. Je me dis, vas-y, micro, discute. Apprends des trucs. Puisque les gens aiment bien quand je raconte mes histoires, où ils aiment bien l'angle de la vie que j'ai, parce que c'est très TGV, tu vois, c'est très mécanique. J'ai fait une interview il y a 1 semaine et demie, et la meuf dans l'interview, elle me dit mais comment tu gères les moments où t'as la flemme? Je dis ça n'existe pas. Cette configuration, ça fait bien longtemps que je ne la connais pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pas la flemme. C'est sur ma to-do, ce sera fait point barre. Il y a pas cette config, elle a été supprimée de ma vie depuis très longtemps. Il n'y a pas de flemme. Mais du coup, tu vois là, les gens pourraient se demander comment t'as fait. Comment t'as fait pour supprimer carrément cette configuration flemme? Je pense que c'est en comprenant que la discipline, ça fait un peu tout, quoi. Quand t'es discipliné, t'arrives où tu veux. Quelle est la différence pour toi entre la discipline et l'habitude? L'habitude, c'est quelque chose que tu répètes avec le temps, qui est ancré dans ta vie, qui t'apporte quelque chose, j'espère en tout cas. Et pour moi, la discipline, c'est le fait d'arriver à être carré dans ce que tu fais, structuré, ordonné. J'aborde pas les choses n'importe comment. J'ai une manière de le faire. Et pour moi, c'est ça la discipline. Et ça jaillit partout, tu vois. Ça peut être quand je monte un business, mais ça va être aussi quand je vide le lave-vaisselle. Il y a de la discipline à tous les niveaux. Quand je fais mon lit, il y a de la discipline. Quand je me douche, il y a de la discipline. Il y a tout le temps de la discipline. Je me brosse les dents, il y a de la discipline. Sérieux? C'est la vérité, mais bien sûr. Je fais un enterrement de vie de garçon il y a quelques années. Je vois les gars se brosser les dents. Je dis, waouh, les gars, vous savez pas vous brosser les dents. Vous avez 30 ans. C'est une catastrophe. Mais tu sais que je me rappelle qu'il y avait
je crois que c'était dans les débuts quand on s'était rencontrés. Je me rappellerai toujours de ça. Et je me rappelle même que, tu sais quoi, quand je parlais de toi à certains potes, je leur disais, ouais, j'ai rencontré un gars. En fait, lui, il est tellement sérieux et tellement discipliné que quand il est chez lui, il se comporte comme si on le filmait. Quand tu penses que t'es filmé, oh wow, tu te comportes pas comme c'est un game changer. Et l'humain, c'est que ça. Hein. Tu te game change avec des petits tips comme ça. Et celui-là, là, quand je l'ai appris, oh là 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 là, ultra fort. Donc en fait, tous les jours, dans ta filmé, tête, gars. Comporte-toi comme si des millions de personnes te voyaient. Comme l'image que tu renvoies. Fais pas genre quand on te regarde, et quand on te regarde plus, t'es quelqu'un d'autre. Ça, c'est un vrai tip, ça. Ça, c'est un vrai tip qu'on peut donner aux gens. Essayer de penser pour essayer d'être plus discipliné, pour créer peut-être une habitude, pour commencer à mettre des choses en place. Penser à faire comme si, en fait, on vous filmait constamment. Et après, c'est plus un effort. Et après, ça devient quelque chose. T'es efficace dans tout, tu vois. Waouh. Alors là, tu me donnes un vrai truc, là. Là, c'est la vraie valeur. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Là, tu me donnes un vrai truc. Ouais, je me rappelle, moi, ça m'avait vraiment étonné. C'est vrai, hein, moi, je le fais toujours. Hein, c'est important. Et donc là, actuellement, tu es sur tous les réseaux. Tu commences à faire un peu de bruit. Tu es aussi sur Snapchat, de ce que j'ai vu. Là, en fait, on est arrivé un petit peu au présent. Là, c'est Scalable. On est au présent, ouais. Salarié provisoire. T'as très belle question, d'ailleurs, je me rappelle. L'entrepreneuriat, pour toi, au final, c'est quoi? Être entrepreneur, ça signifie quoi pour toi? Pour moi, c'est comprendre comment apporter de la valeur sur un marché, spécifiquement. C'est ça, être entrepreneur. Et surtout, c'est pas tout le temps possible, mais franchement, c'est ma vision, c'est pas une obligation, mais si possible, partir le plus proche possible de pas grand-chose. Ok. Ça, j'aime bien ça. C'est ce que je respecte. Par rapport à ça, quand tu as lancé tes business, quand tu as lancé tes différents projets, est-ce que tu as eu aujourd'hui ou encore aujourd'hui, c'est quoi tes valeurs et tes principes en fait? Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, moi je pourrais jamais faire ça comme en termes de business parce que ça colle pas avec ma personnalité, ça colle pas avec moi? Des choses éthiques. Ouais. Bon, je crois quand même pas mal au karma. D'accord. Et la vie m'a prouvé que c'était pas mal d'être gentil avec les gens. J'ai toujours eu des retours de ouf. On m'a jamais trahi. C'est quand même bien, tu vois. Je pense qu'en termes de capital sympathie, ça a marché. C'est cool, c'était pas une stratégie, mais c'est un fait. Juste des business éthiques et qui me plaisent parce que je sais comment je suis, il faut que ça me drive, il faut que ça soit excitant, il faut qu'il y ait une mécanique parce que si ça m'intéresse pas, je vais me désengager, je serai plus motivé, quoi. Est-ce que par exemple tu pourrais faire quelque chose parce qu'il y en a dans le business, ils sont capables, peu importe, même s'ils aiment pas, même s'ils y connaissent rien du tout, ils se disent ok, là il y a une opportunité, là il y a de l'argent à faire, je me lance. Je pense que c'est un peu une vue de l'esprit, ça, parce que ça, c'est quand t'as pas de business que tu penses comme ça, parce que tu dois passer tellement de temps dessus qu'il vaut mieux que ça te plaise, parce que tu vas vite abandonner. C'est pour ça que l'argent, c'est la pire des sources de motivation, parce que ça payera pas au début. Et c'est comme ça. Normalement, quand tu pars dans un vrai mindset entrepreneur, t'es ok avec quoi? Normalement, t'es ok avec. Mais la plupart des gens... c'est compliqué. C'est compliqué. Mais tu sais, même quand il y a eu le gros boom du e-commerce, dropshipping, etc., les gars qui n'étaient pas alignés avec le fait d'avoir une boutique en ligne, ils n'en ont pas fait, point barre. Même si c'était une belle manne, même s'il y avait de la trésor à faire. Si ça te plaît pas, t'es mort. Exactement. Parce qu'il faut être bon. Moi, par exemple, Bah oui, j'avoue, toi. J'étais intéressé par le e-commerce, tu vois. Pour l'argent, etc. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas ok avec le côté un petit peu... déjà, le e-commerce, achat-revente et tout, moi, c'était pas trop ça qui me plaisait. Mais c'était surtout aussi le fait, tu vois, il y avait eu ça a beaucoup fait jaser pendant un moment, le fait d'acheter en Chine. Et puis, en fait, après, il y a eu beaucoup de mauvaise presse et tout par rapport à ça. Mais moi, ça me correspondait pas, en fait. Je me disais, pas ton délire. Ça te plaît pas, faire des fiches. Ça se peut, faire des fiches produits, gérer de la logistique. Moi, j'ai toujours trouvé ça très excitant, tu vois, pendant des années. Maintenant, ça me fait super chier. Je pourrais plus jamais faire ça me saoule de fou. Pour toi, c'est quoi réussir? Le choix, mec. Le choix. C'est avoir le choix. La liberté. Avoir le choix, dire tiens, je veux voyager, je voyage, je veux m'acheter un truc, je m'achète un truc. Tu vas faire tes courses. C'est ça ta définition de la réussite. Pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Voilà, avoir le choix, avoir du temps, mec. La valeur la plus importante, avoir du temps. Tu te lèves à 8, à 9, à 10, à 11. En vrai de vrai. Quand tu as fait des années de business, tu te lèves plus à 8, 9, 1, je te cache pas. Quand tu es sérieux. Mais c'est cool d'avoir. C'est ça, moi je pense que c'est ça, d'avoir le choix, tu vois. C'est ce qui nous réunit tous quand on commence l'entrepreneuriat, en fait. C'est de se dire, j'en ai marre de mon patron là. J'en ai marre d'avoir. Manque de choix. Tu vois, et c'est parce que t'as pas le choix, tu peux pas faire ce que tu veux comme tu veux. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé, c'était exactement pour la même raison. Je pense qu'on commence à peu près en tout cas pour cette raison cette notion de liberté.
Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je te cache pas, j'y ai pas pensé. Tu as pas pensé? Pas du tout. Oui, au début, c'était pas vraiment. Jamais. Moi, je vivais ma meilleure vie. J'avais acheté un scooter. De quoi tu me parles? J'avais acheté un scooter, un piano. On sortait entre collègues. Il y avait 3 ou 4 autres collègues qui avaient des scooters. On faisait un petit gang. On allait boire des verres. C'était terrible. Ah ouais, j'y vais ma meilleure vie, gars. Ouais. Pas de truc, tu dépenses ton argent n'importe comment. J'avais un pote qui était vers la frontière suisse qui m'avait chopé une carte black en plus, donc en plus je pouvais me la péter. J'étais au max. J'étais au maximum de ma vie. J'étais dans une autre Ah ouais, un sale ego. Un sale ego. Ouais, non mais là je comprends. Horrible. Je sais pas si j'aurais aimé te rencontrer à ce moment-là. Je pense pas. Je sais que j'ai perdu personne de cette époque-là, mais je pense que ouais, mauvais deal. Mais c'était bien l'entreprise, ça m'a appris à être hardcore avec des adultes. C'est un truc que tu apprends pas à faire en général, tu sais. Moi je viens d'une époque de faut respecter les aînés, ils ont l'info, etc. Mais en vrai, tu te rends compte qu'il y a des bouffons qui ont 45 ans en fait. Exactement. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des cons de 45 ans. Ben ouais, il y a des bouffons qui ont 45 ans. Mais non, c'est pas impossible. Donc moi ça m'a appris à être hardcore avec les gens direct. L'outline, n'oublie le nombre de calls et de profils encore. N'oublie pas le nombre de profils que j'ai eu en ligne, les réactions, les situations à gérer. C'est quand même un sacré training camp. En observant le toi d'aujourd'hui. Ouais. Et le toi d'avant. Sur quoi tu t'es vu grandir? Bah tout. Heureusement. L'organisation. Je suis passé de très désorganisé à robot. Ouais, je suis passé de pas aller chercher un recommandé pendant 15 jours parce que franchement 15 jours pour aller à la poste, c'est pas assez quand même. C'est beaucoup quand trop même, long. Il faut mettre ses chaussures, les habits et tout, relou de ouf. C'est beaucoup trop court. En plus, il y a des games à faire et je vais voir si j'ai l'opportunité. Faut marcher, et en plus, il y a peut-être la queue. Ouais, en plus, il y a peut-être relou de malade. Donc voilà, je passais de ça à être très organisé. L'ego. Ouais. C'est aussi qui a bien disparu. Mais bon, le travail de ma femme, magnifique, incroyable. Non, je pense qu'à peu près dès le début, j'ai eu des valeurs. Enfin, le respect des gens, toujours. Le respect des gens. Classique shit. Ouais. Pas pour tout le monde, mais pour moi, classique. Merci ma mère. Merci l'éducation. Merci maman, toujours. Merci l'éducation. Et puis je crois qu'on est à peu près là. Et puis l'éthique. Parce qu'il y a toujours des occasions. Tu vois. Il y a toujours des occasions. Ego et... Faire des trucs éthiques. Ok, franchement. Forcément des opportunités de faire des trucs pas éthiques. Ouais, c'est vrai. Il y a un gars qui m'avait vendu le projet à l'époque quand j'étais plus jeune. Il m'a dit ouais, écoute le deal qu'il me propose. Il me dit ouais, j'ai un mec travailler dans une banque. Si tu donnes ton RIB, il fait un virement vers ton compte et après on partage. Sérieux? Non, mais la pire chose. Wow. La pire chose. T'as eu un petit doute ou pas? J'ai dit ouais, let's go. Il me disait à demi-mot, genre oui, peut-être. Et ce mec-là m'a montré que les fréquentations, c'était super important. J'étais petit, c'était avant tout ça. Mais j'étais très petit, très influençable, Et il m'avait proposé ça, j'avais dit ok, peut-être, mais c'était du bullshit. Il savait pas du tout faire ça. Puis même quand tu sais comment ça fonctionne bancairement, et les gars, mais c'est la première chose à laquelle ils pensent. L'évasion par les salariés. Bien sûr que non. Tu peux mettre le RIB de n'importe qui et détourner la thune comme ça et rentrer chez toi, c'est que ça te passe. Ok, ouais, parce qu'il y a forcément beaucoup de choses, ça va très vite. Ouais. Puis HLM, c'est l'accès facile, tu peux vendre et tout. Moi, ça m'a jamais trop excité. Ouais, t'étais pas. De naturel un peu peureux, donc non. Est-ce que toi, tu as une routine et est-ce que c'est important pour toi ça? Alors, est-ce que j'ai une routine? Ouais. Alors, je sais pas ce que tu vas mettre dans la routine, le fait de se lever tôt. C'est plus un effort, c'est automatique. Ça fait partie de ma routine. Petit café parce que c'est cool. Ouais. Après, hygiène classique, tu connais. Sport. Le sport, tu vois, ça 4 fois, 5 fois par semaine si je peux. Oh. Mais petite semaine de sport, 3 trainings, belle semaine, 7. Ah ouais. Routine. Ok. Très important dans ma routine. On commence après par l'organisation des to-do. Qu'est-ce qu'on fait dans quel sens, à quelle heure? Ok, ça tu le fais la veille? Non, le matin même. Dès le matin, ok. On se lance pas parce qu'il y a des trucs qui peuvent arriver pendant la nuit, on sait jamais, tu vois, des idées. Moi j'ai souvent des idées pendant la nuit. Je me réveille, je dis ah ouais, on doit faire une strat. Tu vois, typiquement cette nuit, je me suis dit ah ouais, sur telle campagne d'ads, de pub, on pourrait faire ça. Et je me réveille, je jette ça dans ma to-do et je me rendors, tu vois. Donc tu vois, il y a des trucs qui peuvent arriver. Et le lendemain, je fais le dispatch. Mettre les choses dans l'ordre pour traiter enfin grouper les actions. Tu vois, si par exemple, il y a une action, c'est aller chercher tel objet à tel endroit, rencontrer tel mec et faire un podcast, si tout est dans le 16e, on va quand même mutualiser un minimum les choses. Pareil pour les actions qu'il y a à faire pour les clients, les actions qu'il y a à faire pour la maison, il y a les actions qu'il y a à faire en perso. Ça fait partie du gros de ma routine. Et prendre soin de son couple, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, tu vois. Tu pars du fait que c'est acquis, ta femme te suit, let's go, il y a de la trésor, c'est super. Faux. Il faut en prendre soin. Ouais. Il n'y a rien qui remplace ça. Ouais. Donc toujours aménager des espaces pour faire attention, poser des questions, être à l'écoute.
Très très important. Ça aussi, ça fait partie de ma routine. Je peux pas l'enlever. C'est important, tu vois. Comment tu as géré, toi, tes peurs et tes doutes? Parce que tu en as forcément eu, on en a tous. Comment tu les as gérés? Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup? Non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Moi, j'aime pas trop ça. C'est marrant, ça, tu vois. Ouais, ça me saoule. C'est pas assez de rythme. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de rythme dans la lecture depuis 260 ans. Hein. Ça m'a toujours fait chier. Hein. Ouais, un des livres que j'ai jamais terminé, le Chevalier au bouclier vert, là, c'est un livre pour enfants. Peut-être 300 pages. Je suis jamais arrivé au bout de toute ma vie. J'ai lu que les mêmes 100 pages dans ma life. Ça me saoule, en fait. Ça m'intéresse pas de lire. Mais il y a beaucoup de valeur dans les livres. Donc j'ai fini par en lire quelques-uns. Les doutes, les peurs, ouais, écoute, c'est très compliqué. Parce que dans ma robovision, il n'y a pas vraiment de doute, en fait. Fais les trucs, gars. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vois, très rapidement, ça, je l'ai compris. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Ok, tu te projetais déjà, en fait. Ouais. Bah, t'as peur de quoi, en fait, finalement? Les peurs, les doutes, le suspense de savoir si ta transaction va au bout. Ouais. Le suspense du mécanisme de vente. Ouais. C'est pas du doute, c'est pas des peurs, tu vois. Tu vois, c'est pas des peurs. Ou si parfois, ouais, si ça m'est déjà arrivé de faire un proche, passer pas loin de la banquerolle et tout, tu vois, vraiment quasiment faire faillite, désagréable, mais je pense que c'est un des moments où j'ai le plus appris, tu vois. J'étais avec un associé et je lui ai dit tout de suite ça. Ouais. Il m'a dit, écoute, là dans cette config, je peux plus te payer. Si tu veux partir, pars. Je dis, mec, ce moment qu'on est en train de vivre là, c'est le meilleur moment. Là, on va apprendre de ouf. On n'aura pas l'occasion souvent de se péter la gueule aussi fort, tu vois, de faire from 1 million tout, quasiment rien. C'est maintenant. Ça, c'est super. Il m'a dit oui. Je dis bien sûr, let's go. Je reste. On verra bien où ça nous mène. On a beaucoup appris, notamment à gérer ça. Wow. Tu vois. Okay. Donc doute, peur, je pense pas vraiment qu'ils ont... Là, je visualise pas comme ça. J'ai pas l'habitude d'avoir peur, tu vois. Faut faire les choses. Je suis plus dans une dynamique de TGV, tu vois, moi. Donc non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Fais les trucs. Il peut rien t'arriver de bien grave. Tu prends 1000 €, tu les investis, tu les perds, and so what? Qu'est-ce que tu risques de plus, le plus, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas aller taffer. Si tu fais rien et que tu n'essaies pas de créer le business, tu vas aller taffer. Ouais, la retraite, elle a plus de 60 ans. Tu vas taffer dans tous les cas si tu fais rien. Donc qu'est-ce que tu risques? Même si tu repars à zéro. Qu'est-ce que tu fais de tes 10 000 € là, que tu places nulle part là? Fais des trucs avec, lance des business, tente des choses. 10 000. Prends, même si tu gagnes que 1 500 € par mois, multiplie par 12, multiplie par 20, ça fait beaucoup plus que 10 000 €. Ça, c'est ce que tu viens de donner là. Je pense que ça va en aider beaucoup de cette vision-là. Je sais pas, mais c'est vraiment une vision, tu vois. Moi, ça m'a fait un peu shifter. Ouais. J'ai fait pas mal de bourses aussi. Pareil, quand tu dois faire des moves, tu dois poser 30, 40, 50K, vaut mieux y aller, c'est bon. Si tu réfléchis trop, oui, mais le pourquoi, Ouais. Et je pense qu'au final, c'est peut-être ça qui te fait plus de mal que d'avoir fait le move, en fait. Ouais, c'est difficile. C'est toute la réflexion que tu te mets derrière et tout, effectivement. Après, je dis pas que je suis infaillible, hein. J'ai dû en avoir des moments comme ça, mais je pense qu'avec le temps, je les ai oubliés, je les ai gommés au fur et à mesure, parce que j'ai vu que ça servait à rien, tu vois. Ouais. Ça te fait pas avancer, ça te freine plus qu'autre chose. Mais j'ai eu ma phase, par exemple en bourse, tu sais, cette fameuse phase de surveillance de cours. Tout le temps, tu réfléchis. Tout le temps, ouais. Tu réfléchis. On a combien? On en est où? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu te fais mal. Oh là là, ça descend, t'as des nœuds. Ouais. Voilà. C'est la dernière phase dont je me rappelle. En quoi ton business est différent maintenant par rapport à quand tu as commencé? L'expertise. L'expertise. Ouais. Tu vois, maintenant je conseille des dirigeants et j'arrive avec cette casquette de mec qui a créé plein de business. Donc, quand les mecs, tu les as en face de toi et que tu arrives avec un processus et que tu leur expliques ce qui ne va pas chez eux et comment ils peuvent améliorer le tout, ils sont comme des oufs. Eux, ils sont la tête dans le guidon depuis des années. Ils vont faire 500 000, 1 million, 1,5 million par an peut-être. Mais ils n'ont pas la méthode. Ils l'ont fait qu'une fois dans leur vie. C'est comme si tu conseillais des parents et que tu avais eu 15 enfants. C'est quand même pas le même background, tu vois. Ouais, clairement. Comment as-tu trouvé les fonds pour lancer ton premier business? Sur mon compte bancaire. Ton taf? Sur mon compte bancaire. Ouais. J'ai mis du temps à accumuler quand même. Parce que je me suis lancé quand même avec 25 €. J'ai quand même mis environ... 0 minutes environ, un peu long comme temps, mais bon, il a fallu, tu connais, hein, hustle. Ok, ouais. Ah oui, c'était le spot. Ouais, le spot. 25 balles, voilà. Donc 0. Ok, mais aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que si on veut commencer un business, il faut tout de suite pas mal investir en vrai. Je pense qu'il faut pas mal investir en temps pour avoir de l'expertise, pour pouvoir se démarquer. Ton fameux... Le fameux triptyque, le temps, l'argent, la connaissance. Si tu veux pas investir d'argent, tu dépenses ton temps pour obtenir de la connaissance. Et si tu veux mettre de l'argent,
En tout cas, investir ton argent, ça te permet d'avoir de la connaissance en gagnant du temps. Toujours ces mêmes 3 variables qui reviennent inlassablement. Moi, je pense qu'il est toujours possible de faire des braquages de tueurs en série. Là, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais il y a encore des opportunités. Il y en aura toujours, c'est normal. Il y a toujours des segments, il y a toujours... Le monde avance. Donc, c'est pas exactement pareil. Oui, dans un monde où il n'y a pas beaucoup de e-commerce, percer sur le bon coin, c'est plus facile. C'est vrai. Mais est-ce qu'avoir la vision de percer sur le bon coin, c'est plus facile? Tu captes? Il y a toujours des opportunités, tu vois. Toujours. Dans un monde où tout le monde fait n'importe quoi avec TikTok et perd du temps, est-ce qu'il y a moyen de percer dans la connaissance? Je pense. Il y a toujours des trucs. Bien vu. Il y en aura toujours. Qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'être entrepreneur, toi? Alors, le choix, c'est cool. La quête perpétuelle, tu vois, le renouveau. Toujours des nouvelles choses, des actions. On croit que ça va marcher. Oui, non. Tu vois, ce suspense perpétuel, c'est ça qui nous fait vivre. C'est pas d'avoir argent illimité. Parce que ça, c'est nul. En vrai, c'est nul. D'être au max du max, c'est pas marrant très longtemps. Mais cette quête perpétuelle de peut-être, de oui, de... En fait, il faut aimer... En fait, quelque part, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime l'incertitude. Enfin, en tout cas, qui est OK avec l'incertitude. Il est OK de ouf. Il y a une aversion au risque. Il est d'accord avec ça. Il kiffe ça. J'ai regardé un reportage sur Squeezie, là, récemment. Et il a dit que pour le GP Explorer, là, son gars, le manager, il a dit là, il a dit peut-être qu'après le GP, si on se loupait, c'était Pôle emploi, tu vois. C'est ouf, gars. C'est plus de 10 piges de taf. Et les mecs, ça coûtait tellement cher. Ils ont tellement dû combler les trous qu'ils se sont mis en danger, gars. On est sur le mec le plus connu de France sur YouTube. Il fait énormément de trésor. Mais t'as toujours des trucs au-dessus, tu vois. Organiser une journée à 5 millions d'euros, même le mec le plus solide de YouTube, ça fait peur. Il y a toujours un défi au-dessus. C'est ça qui est agréable d'aller chercher. Il faut garder ce plaisir de se mettre en difficulté, par contre. Et je pense que c'est effectivement ce que la plupart des gens, peut-être, on a beaucoup de mal avec ça, le confort. Il n'y a plus vraiment ce goût au dépassement de soi. Je pense que ça, c'est... On vit une époque confortable, c'est normal. C'est ça, L'obstacle, c'est la voie. C'est une citation anglaise, tu vois, obstacle is the way. S'il y a un obstacle, c'est là. En fait, c'est là. T'es au bon endroit. Y a-t-il, selon toi, une bonne et une mauvaise manière de faire de l'argent? Est-ce que du moment que l'argent rentre, c'est OK? Non, c'est pas OK, t'es ouf. Non, il y a un côté... Moi, j'ai toujours cette approche un peu spirituelle, toujours ce petit côté karma. C'est pas OK. Et je l'ai vu tellement de fois, de mecs qui ont fait de la trésor sale et qui ont disparu derrière. Parce qu'en fait... Quand tu fais de la trésor avec les mauvaises intentions, tu n'as également pas pris le temps de te former sur comment gérer l'argent. Donc bien souvent, ça disparaît juste derrière. Ce qui est vite acquis est vite perdu en général. Ok. Et c'est intéressant parce que ta réponse me fait rebondir là-dessus. C'est que la chaîne Spirit Success Money, elle s'appelle comme ça justement pour cette raison, par rapport à cette raison. C'est-à-dire que pour avoir le succès, donc généralement le succès est en lien avec l'argent, mais pour pouvoir avoir ça, en fait, il faut l'esprit qui va avec. L'esprit, ça veut dire aussi énergie. Et l'argent aussi, c'est une énergie quelque part. C'est quelque chose que tu dois apprendre à manipuler et c'est quelque chose qui doit circuler. Et justement, c'est pour ça que quand je pose cette question, et j'aime bien la réponse que tu as eue, c'est le fait de dire que quand tu fais de l'argent sale, un jour ou l'autre, à un moment donné, ça te rattrape. Tu parlais de karma tout à l'heure, ça te rattrape et ça disparaît aussi très très vite. J'en ai vu tellement. En fait. Et c'est ouf. Et franchement, j'aime bien parce que c'est exactement en fait l'esprit de Spirit Success Money. C'est vraiment de dire que tout le monde a des parcours différents, a des histoires différentes. Mais en fait, le mindset reste le même. L'état d'esprit reste identique. Toutes les personnes qui ont réussi, quand tu regardes leur histoire, c'est pratiquement la même chose, c'est-à-dire j'ai échoué là, j'ai échoué ici, j'étais à 2 doigts de finir, j'étais dans la rue ou les trucs comme ça. Au final, c'est bon, pas pour toi, mais la plupart, c'était le côté en mode t'as beaucoup échoué aussi. Il y a vraiment ce côté-là. Donc voilà, je tenais à le mentionner parce que c'est hyper important. Est-ce que l'on peut réussir selon toi avec des formations gratuites? Moi, je reviens sur mon fameux triptyque. Faut arrêter avec ce gratuit, quoi. On réussit pas gratos. Tu fais investir de l'argent dans tous les cas. Donc, quelque part. Arrête de forcer à pas vouloir dépenser de l'argent, c'est rien. Tu perds du temps bêtement. À passer à côté de data, de données super importantes et à me dire non, dans les formations, tu sais, cette vision un peu rétrograde de mettre dans les formations, mais qu'est-ce que je vais apprendre, etc. Mec, tu veux gagner du temps. Tu as du jus de cerveau directement et de l'expérience, ça vaut de l'argent. Quelle est l'erreur que font selon toi les personnes qui démarrent? Vouloir gagner vite. Voilà. Oublier qu'en fait le business c'était comme à peu près n'importe quel skill, à peu près n'importe quelle aptitude, compétence. N'importe quelle compétence, ça se travaille. Si tu veux être bon au piano, tu vas devoir faire du piano. Si tu veux être bon en boxe, tu vas devoir boxer. C'est tout. Pareil avec le badminton ou le business. Et le rêve des gens, c'est de tout de suite d'avoir la récompense. Parce qu'on est dans cette configuration. C'est plus difficile. Une génération où on a tout de suite. On parlait d'opportunités tout à l'heure. Dans un monde où tout est rapide,
Savoir prendre le temps est un grand skill. Faire confiance à ses émotions, qu'est-ce que tu en penses dans le business? Parce qu'on sait que les émotions, c'est toujours quelque chose de très fluctuant. Par exemple, si tu veux devenir super bon dans la boxe, tu sais que tu dois t'entraîner fort. Mais si tu suis tes émotions pour pouvoir te dire aujourd'hui je me sens pas trop bien et tout, tu vas pas forcément aller bien loin. Donc Moi je suis pas ok avec ce mindset là. Ok. Surtout pour le business. Il y a des strates dans le business, la vente, la com, ce que tu veux. Les gens qui ont tendance à répondre, tu sais, quand tu leur demandes, ouais, mais le gars là, tu vas partir en appel de vente ou tu vas lui vendre un truc, comment tu vas faire? Il fait t'inquiète. C'est une manière de masquer la médiocrité, de dire t'inquiète. Parce que tu peux pas expliquer ce que tu fais. Quand tu sais pas expliquer, c'est qu'en fait t'es pas compétent. Tu captes? Si t'as pas de méthode, t'es pas fort. T'inquiète. Il dit ouais, t'inquiète. Oui, je m'inquiète. Explique-moi, c'est quoi la méthode? Où tu l'amènes, par où tu commences, etc. Comment tu gères? Et quel est le cadre de l'appel, etc. T'inquiète. Au feeling. Moi j'ai la tchatch. Non, c'est vite ce que tu dis là. C'est vite de ouf. La tchatch n'est pas une compétence. Ça veut rien dire. La vente, ça s'apprend. C'est une manière de faire. Explique-moi comment tu vas faire. Faire des pubs sur Internet, ça s'apprend. T'as rien du tout, gars. T'as rien du tout. Est-ce que apprendre pour toi et continuer d'apprendre même quand on a fait une trentaine de business, est-ce que c'est important? Pour moi, c'est lié à l'ego tout ça, tu vois, c'est pareil. Oui. À partir du moment où tu te dis que t'es arrivé à la fin du jeu, t'as un souci, tu vois. T'es pas arrivé à la fin du jeu. Oui, je continue à apprendre, je continue à me former pour être meilleur, pour aller encore plus loin. Je trouve que c'est super important. C'est important. Ah ouais, c'est capital. Quelle est ta plus grande leçon après toutes ces années d'expérience? S'il devait y avoir une seule chose que tu devais retenir de tout ça, ça serait quoi? Le temps est ton meilleur allié. Ok. Parce que tu peux arriver à peu près n'importe où. Tu vois, aujourd'hui, moi, je sais pas parler japonais. Si je prends 10 ans, je vais réussir. Qu'importe mon niveau du jour. C'est tout. Effectivement. Le temps, C'est vrai. Temps first. Le temps est ton meilleur allié. Ouais. Wow. Ah ouais, je pense. Même en placement financier, le temps est ton meilleur allié. Oui, c'est vrai, effectivement. Tu vois, t'as pas besoin d'être technique si t'as du temps. On te donne l'occasion de passer un message au monde entier et tu as 30 secondes. Tu dis quoi? Je dis bienvenue sur Salaire Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Si tu veux des vrais tips de business, n'hésite pas. Julien est toqué sur Instagram. Salaire Provisoire sur toutes les plateformes. Voilà ce que je dis. Parce que moi, j'essaie pas de changer le monde, gars. J'essaie de changer le périmètre des gens que je connais. Parce qu'on peut pas changer le monde, ça sert à rien, tu vois. C'est des coups d'épée dans l'eau. Essaie de changer la vie ou d'aider, entre guillemets, parce que tu peux pas changer la vie des gens, mais en tout cas d'orienter ou d'améliorer un peu le lifestyle des gens que t'aimes. Mais le monde, c'est très peu pour moi, tu vois. Je regarde pas les infos, je m'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs. C'est pas politiquement correct, mais je m'en balance absolument, parce que tu peux pas le maîtriser. C'est pas parce que tu dis c'est trop triste ce qui se passe dans l'autre pays que tu fais un truc. Ça te rend pas plus stylé, tu vois. Comme ça, on crée des moments, tu vois. Tu peux créer des moments qui te posent avec des gens qui vont te poser des questions, qui viennent à moi avec des projets, des idées, qui ont besoin de solutions. Et voilà, créer des moments, des trucs palpables qui font avancer les gens, c'est super. En plus, ça me fait penser à un truc, et on va terminer là-dessus, qui disait avant j'avais de la connaissance et donc je voulais changer le monde, et maintenant je suis sage donc je vais me changer moi-même. Merci à tous les ambitieux et ambitieuses qui ont regardé cet épisode. N'hésitez pas à suivre Julien Itoke sur tous ses réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à Spirit Success Money si ça vous a plu, et d'envoyer, partager cet épisode à une personne qui pourrait être inspirée. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Au revoir.